avait une personnalité très riche. Ça tenait peut-être à ses gènes, son père, sa mère, une insoumise, comme elle disait, et ça avait fait de Suzanne une personnalité exceptionnelle. Elle était, je l'ai connue évidemment enfant à Bali, je l'ai connue à l'école primaire où j'étais dans la classe de sa grande sœur, Maria, qui était un très brillant professeur de philosophie. Plus garçon manqué que fille, parce qu'elle était tout le temps en pantalon, en jean. Et on se rencontre dans le cadre de mon initiation politique au sein du Manidem. Elle était déjà membre de l'UPC. Et après cela, je rentre au Cameroun et nous nous retrouvons avec plaisir parce qu'on avait de très bons souvenirs ensemble. Elle était toujours la même, chaleureuse, pleine d'humour. Elle aimait chahuter et elle aimait aussi faire la leçon, faire la morale. C'était quelqu'un de spécial, c'est-à-dire que bon, iconoclaste, décalé par rapport à la normale, taquine, mais très sociable, très gentil, qui en fait était une agréable compagnie quand on la connaissait. Très vite, Suzanne a été une révoltée. Suzanne a été une révoltée avant d'être une révolutionnaire. C'est ce qui faisait un peu son côté décalé par rapport à la société camerounaise d'aujourd'hui. Elle n'est jamais rentrée dans les rangs. Mais elle a marqué le paysage. Elle a marqué même la politique dans ce pays. Il y a peu de gens qui n'ont jamais entendu parler. Nous sommes entrés à l'UPC et là-dedans, Kalalouba était pratiquement la fille la plus dynamique, c'est-à-dire qu'elle vendait la presse du parti et elle avait tellement de succès dans la vente de la presse qu'elle était un des éléments appréciés de la direction du parti. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans le groupe des journalistes du parti. Pour ce que moi je peux en dire en tant que journaliste qui fait de la presse et de la télévision, Suzanne était quand même quelqu'un qui était assez particulier dans le sens où elle avait quand même été très engagée au niveau de son écriture, même lorsque tenait des interviews, conduisait des interviews, était assez engagée. Je suppose que c'était un héritage de son parcours politique, militant de l'UPC et autres en France. Et c'est une personne qui était assez... elle vous rentrait dedans tout de suite lorsqu'elle faisait ses interviews. Et elle avait un langage aussi qui était assez élaboré. Quand je suis arrivé à la communauté urbaine de Douala, j'ai connu Suzanne sur, je peux dire, 3 ou 4 aspects. D'abord, par rapport à la communauté urbaine de Douala, on était en plein d'élaboration du 2e plan directeur d'urbanisme et du plan d'occupation des sols de la ville de Douala. Je vous rappelle que le premier plan directeur d'urbanisme, appelé Plan d'Orient, datait depuis 1959. C'est donc le tout premier plan à l'ère moderne. Et dans le processus, il est question que les populations bénéficiaires, d'une manière ou d'une autre, apprécient, disent aussi leur mot. Parce que c'est une élaboration inclusive qui implique tout le monde. Il me souvient donc sur certains aspects qui nous a menés à des causeries avec les communautés, avec les populations. Elle se montrait très disponible et très habile
dans l'élaboration donc des schémas et des canevas de conduite de ces dialogues. Au point où, quand on a eu l'opportunité d'avoir un organisme français pour nous accompagner dans cette élaboration, qu'on appelle Atelier de Cergy, elle a été désignée par la communauté urbaine pour essayer de jouer la coordination dans tous ces débats-là. L'exemple d'une femme engagée, une citoyenne qui a pensé d'abord à donner à la ville, à montrer à la ville tout l'amour qu'elle avait pour cette ville, avant d'attendre qu'on soit en retour. Suzanne Kalalo était une femme engagée dans la vie publique. A été une militante de cause noble. Elle a, pour la ville de Douala, s'est battue pour l'hygiène de la communauté. Elle a contribué de diverses manières à finir cette ville pour que les habitants puissent jouir d'un cadre de vie agréable. En ce sens, elle a été quelque part sœur de la campagne que nous menons aujourd'hui, Douala Clean City, qui vise elle aussi à renforcer, à promouvoir les jeunes dans la ville, à rendre la ville plus attractive. Suzanne Kalalo aimait sa ville. Elle a donné ce qu'elle pouvait donner à sa ville. Je crois que les autres, tous les autres, nous tous qui avons dans une ville, que ce soit pour les études, que ce soit pour le numérique, nous devons aussi penser à donner quelque chose à la ville avant de demander à la ville de faire ceci, cela, faire des routes, faire des bâtiments, curer des trains, etc. Nous devons nous-mêmes nous interroger qu'est-ce que nous avons fait pour notre ville. Je crois que Suzanne Kalalo c'est l'interrogation permanente que l'on a. Qu'est-ce que je peux faire pour ma ville? Et donc, la ville n'a encore rien donné, particulièrement à Suzanne Kalalo. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut lui rendre un hommage, et la remercier pour tout ce qu'elle a fait. Pour définir Suzanne, il faut dire, Suzanne était tout sauf une feuille morte. C'est vraiment une feuille morte dans le sens du vent. Suzanne n'était pas une feuille morte, donc elle n'allait pas dans le sens du vent. On peut même dire que de temps en temps, de façon délibérée, elle allait à contre-vent, même si elle n'était pas tout à fait convaincue. Donc, Suzanne avait peur de rien. L'une des images de ce que je dis là, que je gardais, c'est la veille d'élection présidentielle de 1992. On avait pris un bus pour la Yaoundé, pour aller faire un meeting de Fondi. Et on nous a arrêtés en Bankomo parce qu'on avait des tracts à distribuer. Et un militaire a braqué l'arme sur elle. On lui a dit que bon, ce sera un de plus. Mais quand elle avait ses vérités à te dire, elle passait pas par 4 chemins, elle les disait, ça pouvait t'écorcher, mais en fait elle ne gardait pas rancune. Elle ne gardait pas rancune, c'est pas parce qu'elle t'aura reproché quelque chose que Suzanne allait ne plus te dire bonjour, ne plus te parler, etc. etc. Donc c'est quelqu'un pour qui je garderai de très bons souvenirs, et elle ne fait pas partie des gens qui écrivent l'histoire avec la gomme. Suzanne trempait sa plume dans une encre indélébile et elle assumait. Mais même quand elle devait se remettre en question, elle ne se dédiait pas. Elle ne se dédiait pas. Elle expliquait pourquoi elle a changé d'avis par rapport à tel ou tel contexte, par rapport à telle ou telle croyance. Je vais découvrir son côté, j'allais dire, militante du Sawaland. Parce que
Suzanne est partie très tôt en France et elle faisait partie des personnes qu'on considérait comme acculturées. Elle était citoyenne du monde. Elle a toujours aimé aller vers d'autres cultures, rencontrer d'autres personnes qui n'étaient pas forcément de son environnement immédiat. Mais je crois qu'à un moment donné, elle a compris que pour valablement donner à son militantisme de citoyenne du monde, il fallait qu'elle renforce ses racines dans le Sawaland. Et elle va l'exprimer par sa fameuse émission Massou, Massou qui veut dire Ma Suzanne, mais qui veut également dire notre mère. Et au cours de ces émissions, si vous faites une bonne lecture, iconographique comme thématique, vous allez voir qu'elle puisait beaucoup dans la culture Sawa et elle essayait de valoriser les jeunes artistes Sawa qu'elle repérait dans les petits cabarets à Daïdo, à Bali, à Akwa, et elle leur donnait la chance de s'exprimer et de montrer leur talent, leur valeur dans les médias camerounais et du monde. Donc je pense qu'elle a fait un très bon boulot là-dedans. Son ancrage dans le Sawaland n'effaçait en rien sa capacité à aller vers le Cameroun, à aller vers le monde. Elle va également s'exprimer dans le cadre du Ngondo. Elle va assumer des couvertures, elle va encadrer les équipes de communication. En tout cas, elle a beaucoup donné au Sawaland à sa manière, telle qu'elle était, avec son parfum si particulier, sa saveur si particulière. Et je pense que personne n'oubliera Suzanne parce qu'elle aura marqué de sa présence le monde que nous vivons. S'il fallait célébrer Suzanne, sur toutes ces casquettes, je vais retenir seulement une seule. La sobriété et la simplicité. Donc, tout ce qui se fait maintenant, quelle que soit la dimension, quelle que soit la grandiosité des préparatifs, nous le faisons pour notre propre compte. Mais si c'est par rapport à Suzanne, par rapport à comment elle a vécu, par rapport à comment on voyait ces choses, ces obsèques ne seraient pas différents des obsèques des musulmans. le peuple Sawa, la presse camerounaise est en deuil. Suzanne Kalalobé est morte. La journaliste, éditorialiste, chanteuse Suzanne Kalalobé est décédée des suites de maladie ce 1er août 2024 à 1h de la nuit à l'hôpital militaire de la garnison de Douala où elle a séjourné pendant une dizaine de jours. 1er août 2024, au domicile familial, il est 7h. L'ambiance est lourde de tristesse. Écoutons tour à tour Jacques Mokoko Ekwala, membre de la famille et collaborateur, Henriette Ekwe, consoeur et camarade politique de la journaliste, qui reviennent sur ces derniers moments et qui elle était. C'est au micro de Proxima Info, votre Web TV. Suzanne a commencé à se plaindre d'une jambe malade après
petite fièvre. Elle est restée à la maison. On avait beaucoup de choses à faire en ce moment. On a un programme de travail assez touffu. Et je suis venu plusieurs fois, comme tous les matins. C'était un rituel pour moi de venir la voir, de discuter un peu. Mais ça s'est empiré, ça allait progressivement. Elle avait perdu l'appétit. On essayait de la chatouiller pour qu'elle essaie de se nourrir. On a décidé l'option hôpital. Suzanne Kalalobe, c'était une grande journaliste. C'était une très très belle plume. Elle aimait la culture, elle aimait la politique évidemment, même comme elle ne voulait plus en parler. Parce qu'elle disait qu'on a beaucoup souffert avec la politique, on a été marginalisés et notre n'a pas eu une bouée de secours. Mais comme on avait une formation politique solide, on a replié dans la presse. Mais elle le faisait avec passion. Il ne faut pas oublier que son père était un grand journaliste, un grand chroniqueur social, Iwie Kalaloube. Et Suzanne a hérité de ce talent-là. Et ce qui fait que dans la presse, elle était très célèbre. Elle avait ses pointes de colère. C'était ça, sa marque de fabrique. Elle avait en fait les gènes de sa mère qui se qualifiait comme insoumise. L'équipe de reporters de Proxima Info, Voto Web TV, adresse ses condoléances à la famille durement éprouvée. Les plus grandes douleurs sont parfois muettes. Les yeux sont le reflet de l'âme. Pour le coup, ils sont clos. Pourtant, tout dans l'attitude traduit l'immense tristesse de cette mère. Aucun mot ne traverse ses lèvres, sinon de légers soupirs qui de temps en temps viennent briser ce silence pesant. Comment peut-on en effet imaginer enterrer son enfant alors qu'on est soi-même âgé de plus de 90 ans? La réalité est malheureusement là, aussi froide qu'implacable. Suzanne Kalaloube est décédée. Alors que la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, rapidement, la maison dans laquelle vivait la journaliste s'emplit. J'ai eu un sommeil suffisamment difficile et je m'interrogeais. Vraiment, en tout début de la journée, en tout début, les premières heures de la matinée, mon téléphone a sonné. On m'a annoncé que Suzanne, qui n'était pas très bien portante, s'en est allée. Seulement, ces derniers moments, nous avons pensé, avec ce que disait le médecin, qu'elle pouvait revenir à la maison et avoir ses soins. Et c'est sur ça qu'on tablait. Jusqu'à hier soir avec maman, on en parlait encore. On disait, bon, ok, on croit qu'avant la fin de cette semaine ou plus tard, demain, elle gagnerait la maison. Malheureusement, cette nouvelle est arrivée. Famille, amis, connaissances, on n'en revient pas. Et pour cause, Suzanne Kalaloube était une dame de poigne. Suzanne a commencé à se plaindre d'une jambe malade. Après une petite fièvre, elle est restée à la maison. On avait beaucoup de choses à faire en ce moment. On a un programme de travail assez touffu. Et je suis venu plusieurs fois, comme tous les matins. C'était un rituel pour moi de venir la voir, de discuter un peu. Mais ça s'est empiré, ça allait progressivement. Elle avait perdu l'appétit. On essayait de la chatouiller pour qu'elle essaie de se nourrir. On a décidé l'option hôpital. Et elle avait un souci, c'était revenir travailler. On avait un projet. Elle me disait, ma machine est bloquée. Je lui disais, tu fais un devis, on t'achète une nouvelle machine parce qu'il faut que ça bouge. Et pour que ça bouge, il aurait bien fallu qu'elle soit debout. Malheureusement. Ces derniers moments, c'était un souci pour elle. Se mettre debout pour travailler. Vous savez qu'elle aimait bien travailler. Malheureusement, on n'a pas pu. Travailleuse acharnée,
Tous s'accordent sur son intelligence, un caractère bien trempé qui n'aura plié que devant l'ange de la mort. De cette fille qui s'est toujours battue, qui avait ses positions, qui avait sa manière de voir et qui était convaincue que, en essayant avec ses méthodes, tout passerait bien. C'est le souvenir que je garde de Suzanne. Et il me revient à l'instant, notre dernière conversation, elle me dit hey, j'ai ma machine là, je l'aurai quand? Je lui dis mais mets-toi debout, tu auras ta machine. Le goût du travail, l'envie de travailler, de produire toujours. Le Cameroun, l'Afrique et le monde retiennent qu'un 1er août, Suzanne Kalaloubé s'en est allée, refermant sur nous la porte de sa vie. Journée dédiée à l'hommage de Suzanne Kalaloubé, qu'est-ce que ça représente pour vous? Je veux vraiment que je... Oui, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais la propreté n'est pas qu'une journée, c'est tous les jours. Mais on a consacré celle d'aujourd'hui, ce jeudi de propreté pour faire hommage à Suzanne Kalaloubé. Et vous êtes sa sœur? C'est une bonne chose. Je crois que de là où elle est fière de nous toutes. Mais je regarde qu'il n'y a que des femmes, aucun homme ne ramasse. Les hommes sont là à attendre. Elle n'aurait pas aimé non plus. C'est une très bonne initiative parce que quand il faut savoir remercier les gens qui font des initiatives citoyennes. Une telle décision du maire? C'est une décision formidable qui reconnaît que Suzanne a été une citoyenne engagée au développement de notre ville. Et normalement, ce n'est pas notre journée de travail aujourd'hui. Nous travaillons les lundis, mercredis et vendredis. Mais c'était important que nous manifestions notre solidarité à une action aussi belle. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis ce matin. Suzanne Kalaloubé était une amie de la ville de Douala et en même temps je sais que Suzanne Kalaloubé a eu des relations particulières avec chaque délégué. Mais organiser une telle activité, prendre une initiative pareille, je pense que c'est la première fois dans la ville de Douala. Elle apportait quelque chose de très lumineux dans la ville. Elle pouvait
parler des ordures, elle pouvait parler de la culture. Elle a été ingénieure culturelle et à un moment donné, l'UNESCO a pensé à confier à Kalalobe la rénovation du centre de la salle des fêtes d'Aqua pour que ça devienne un lieu de rayonnement culturel et social. Donc Suzanne avait plusieurs cartes en main, c'est ça qui la rendait indestructible. Nous sommes vendredi 23 août 2024. Il est 14 h. L'esplanade de la morgue de l'hôpital militaire de la garnison de Douala est noire du monde. C'est le jour de la mise en bière de la journaliste émérite Suzanne Bema Kalalobe, décédée le 1er août 2024 des suites de maladie, ici à Douala. Famille, amis, collègues, autorités administratives, traditionnelles, politiques et religieuses, parmi lesquelles Issa Tchirouma, ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, l'honorable Dinbel, vice-présidente du Sénat, Dieudonné Iva Dibois, gouverneur de la région du littoral, Dr Roger Mbassandine, maire de la ville, Dr Fiston Ntoné, président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun, et Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, sont venus lui rendre un dernier hommage. Aujourd'hui, nous sommes là, tous convoqués par Dieu au travers de la mort de Suzanne. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, mais à la fin, il y a le jugement, il attend. Ça devient à dire quoi? Pendant que nous vivons, qu'est-ce que nous avons dans notre pensée? Est-ce que nous vivons juste parce que nous voulons vivre? À certains moments, nous oublions même que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Cette mise en bière est suivie de l'inhumation dans la concession familiale au quartier Bali, ici à Douala. J'avais beaucoup d'amitié, j'avais beaucoup de respect pour elle, pour l'immense savoir dont elle était en possession, pour son talent oratoire et surtout pour son talent à vous amener à aller au tréfonds de vous-même
Parce que quand vous avez Suzanne en face, certainement, il y a combat, il y a bagarre. C'est le genre de journaliste qui c'était le genre de journaliste qu'il faut écouter. Parce qu'elle a quelque chose à dire, parce qu'elle est patriote, parce qu'elle est des patriotes nationalistes qui aiment son nation. Vous savez que Suzanne est un hiver. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle est désorientée. Elle peut choquer, ce qui peut amener au mauvais souvenir, comme elle peut contenter au bon souvenir. Mais nous voyons que le mélange de toutes ces diversités caractérielles ont finalement laissé dans nos pensées d'un produit complet, d'un produit mémorable. Donc, on ne veut pas, on ne peut pas ne pas se souvenir de Suzanne. Rappelons que cette dernière étape de vie des jours sur terre de la journaliste émérite Suzanne Bema Kala-Lobert est précédée par une veillée sans corps qui a eu lieu le jeudi 22 août 2024, toujours ici à l'esplanade de la concession familiale.
Nicolas. Tati, pardonne mon silence, j'ai mis du temps à trouver mes mots. À l'heure de te dire au revoir, ma voix tremble, en même temps que mes yeux ressassent les images humides de nos péripéties. Tu étais ma Tati Suzanne, une héroïne, ma marraine, reine, la phrase de ma jeunesse qui illuminait mon quotidien au gré de tes visites. J'attendais impatiemment ta venue pour me nourrir de tes récits. Là, je me sens si seule sans toi. Tu laisses un vide immense. Emmène-moi vivre une dernière aventure. Parle-moi encore un peu. Laisse-moi de quoi comprendre ce monde fou. Un chant, un vers, une course, un rire, un regard, un cri. Ton héritage vif en chacun de nous est un feu sacré. Tu étais intrépide, courageuse, si forte et si sensible. Maintenant, si tu savais comme je t'ai aimé, j'aimerais que tu le sentes, que tu me vois. Tati, écoute les bruits de mon corps, de mon cœur, qui court au gré des fumées frénétiques par des buts de chevaux, des brasses à la piscine des lieux idéales, des scandales à répétition. Tu as pris de l'avance, mais attendais à l'arrivée. Tu observes, protège-moi, guide-moi, je chéris tout ce que nous avons vécu. Le plus beau trophée, c'est toi, ta vie, ton corps, ton cœur. Alors je te dis à bientôt, Tati, ton filleul, ton acolyte, ton fils, je t'aime. Témoignage de Sarah, sa nièce. La phrase la plus importante que je retiendrai de toi sera « Bienvenue chez toi ». En arrivant au Cameroun, je le savais déjà, mais j'avais besoin qu'on me le dise. Parce qu'à des milliers de kilomètres des fois, ce n'est pas facile de s'en sentir légitime. Merci d'être la Tati Fun que tu as été, à nous amener partout et de nous considérer comme tes enfants. Le meilleur souvenir restera le jour où tu nous avais emmenés, Léa et moi, à la fête de l'humanité. Nous avions gagné un poisson rouge qu'on a ramené à la maison contre la vie de nos parents. Au départ, mais comme c'était toi, c'est passé. Tu seras toujours dans nos cœurs. On t'aime.